Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo, rendre la culture francophone accessible à tous et partout dans le monde. C'est l'ambition de Rencontre des auteurs francophones, un réseau international profondément ancré en Méditerranée. Et on en parle avec notre invitée, Sandrine Mérez-Coucouros. Bonjour. Bonjour Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de Rencontre des auteurs francophones. Vous œuvrez à faire circuler cette culture, à faire émerger de nouvelles voix, de nouvelles plumes. Mais avant de revenir en détail sur ce réseau, ses animateurs, ses missions, pouvez-vous me dire ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous? Il y a plein de choses méditerranéennes en moi. D'abord, mes origines. J'ai un papa qui est né dans l'Alexandrie d'avant-guerre, il y a presque 100 ans. Une Alexandrie pluriculturelle et pluriculturelle. Après, il y a mon enfance, passée sur les plages de la Côte d'Azur et puis de Corse. On est venu très souvent en Corse. Et puis, il y a aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je partage mon train entre New York et quand je pose mes valises en France, c'est à Nice. C'est à Nice, donc cap au sud. Exactement. Sandrine, peut-être pourriez-vous revenir dans un premier temps sur la naissance du réseau et sur sa construction qui s'est faite, je crois, rencontre après rencontre. Oui, alors c'est né en 2020, quelques semaines avant la Covid, à New York. Je me suis retrouvée, alors je suis auteure à mes heures perdues, premier métier c'est la production d'événements, et je me suis retrouvée face à des auteurs francophones qui n'avaient aucune visibilité. Et je me suis dit comment faire pour les aider à être plus visibles, plus vivants sur ce territoire américain. Donc j'ai lancé des mini-rencontres, il y avait 4 mini-rencontres de lancées aux États-Unis, puis quelques semaines après, badaboum, la Covid est arrivée et on a transformé ce qui était un projet événementiel en plateforme. On s'est donc ouvert au monde, on a reçu des demandes du monde entier et c'est comme ça que la plateforme a pris vie. Alors je précise que 4 ans après son lancement, le réseau fédère près de 400 auteurs de plus de 50 pays et territoires et compte des ambassadeurs et des antennes sur 5 continents. Quelles sont leurs motivations pour rejoindre Rencontre des auteurs francophones? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils ont cette envie-là? D'abord, on communique beaucoup, on est très présents. C'est bien, c'est une bonne chose. Et donc, ils s'aperçoivent que c'est une grande famille. Un auteur, c'est seul. Un auteur, son seul moment de rencontre, c'est quand il croise dans les salons les lecteurs et sont avides de ces rencontres et avides de se rencontrer entre eux. Et donc, il y a cette volonté de rentrer dans cette famille et c'est chaque jour extraordinaire. Moi, quand je reçois des photos de l'un qui a rencontré l'autre par hasard sur un salon ou qui a acheté l'autre pour le découvrir ou qui a fait en sorte de donner un manuscrit à sa maison d'édition pour qu'il ait une nouvelle vie. Enfin voilà, toutes ces petites histoires, c'est ce qui fait l'essence même de cette famille. Oui, on peut citer notamment Amanda Sters, Marc Lévy ou encore Amadou Lamine Saleh ou Philippe Villain, Jean-Baptiste André. Enfin voilà, vous avez quand même de grands noms qui vous accompagnent et ils se parlent, ils échangent, vous l'avez dit, ils se rencontrent alors autour des nuits de la lecture ou dans les salons. Voilà, vous faites tout pour cultiver cet esprit, je ne veux pas dire communautaire, mais en tout cas fédérateur. Oui, fédérateur. Je crois qu'on a besoin d'une bulle. Le monde est assez cruel, donc la bulle littéraire, elle est chouette. Vous parliez des grands noms, Caroline. Ces grands noms, en fait, ces parrains, marraines et membres d'honneur, ont aimé la démarche, ont aimé le fait des fois on fait un peu le travail de certaines institutions et on le fait avec tout notre cœur, avec tous ces bénévoles, parce que chaque auteur est bénévole, on parlera du livre après, mais oui. Chaque personne qui intervient dans la construction de ce réseau le fait avec le cœur, donc c'est ça qui crée cette magie et c'est pour ça que chacun est un peu un ambassadeur, qu'il soit auteur ou ambassadeur officiel. Alors justement, retournons un instant sur les antennes méditerranéennes.
En quoi cet espace multiculturel par excellence est-il un terrain fertile pour générer et diffuser une littérature francophone? On s'aperçoit que, alors c'est vrai pour la Méditerranée, c'est vrai pour tous les pays, l'auteur ne sort pas de ses frontières. Sauf s'il est édité par une maison d'édition étrangère, il ne sort pas. Donc aujourd'hui, quand on met en avant des auteurs qui sont sur des territoires, des gros territoires, des auteurs qui sont bien lus, qui se vendent à des milliers d'exemplaires, finalement ils sont inconnus autre part. Et donc la Méditerranée, c'est pareil. Je veux dire, on a un foisonnement d'auteurs en Grèce, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Israël, enfin dans tous ces pays de la Méditerranée. Et nous, on aide à construire des ponts. Voilà, alors avec notre petite pierre qu'on met pour construire, pour défaire le mur, j'ai envie de dire, pour défaire le mur et construire le pont. Et existe-t-il, selon vous, une littérature méditerranéenne? Alors, il existe en tout cas une littérature maghrébine, j'ai envie de dire. Oui. Moi, je suis très attachée à cette littérature. Je lis beaucoup cette littérature. Il y a une poésie dans la dureté du récit. Ça veut dire que quand vous lisez Les Derniers Daoud ou Yasmina Khadra ou Boualem Semsal, il y a cette façon de rendre ce qui est le plus difficile à lire, poétique, lyrique, et à embarquer le lecteur. Et je crois qu'il n'y a que cette écriture-là du pourtour méditerranéen qui arrive à faire passer ça. Vous l'avez mentionné, quelques mots quand même sur l'écrivain Boualem Semsal, qui est encore emprisonné en Algérie. Que vous dire, c'est juste lamentable. On ne fait pas de politique dans la rencontre des auteurs francophones parce que c'est ça aussi qui est important. On a la chance d'avoir des auteurs de partout. Moi, quand j'ai des auteurs algériens qui trinquent avec des auteurs israéliens, j'ai tout gagné. On ne parle pas de politique, chacun a ses convictions, mais on ne parle que notre bulle littéraire. Donc Boualem Semsal, bien évidemment que c'est en plus il devait rentrer dans le réseau, donc j'en suis désolée. J'espère que ça pourra se faire dans un passé proche. La Méditerranée inspire, mais on l'a dit, elle fracture aussi. Les récits d'exil, de violence, de guerre sont nombreux. Comment les auteurs aujourd'hui naviguent-ils dans ces contradictions? Est-ce que vous le ressentez, vous, quand vous êtes en contact avec eux? Alors nous, on a toujours des conversations extrêmement respectueuses des avis de chacun, des histoires de chacun, des racines de chacun. Moi, souvent, quand j'ai un auteur algérien ou un auteur même syrien, je mets d'emblée le fait que je suis juive égyptienne, et parce que si ça pose un problème d'emblée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je n'ai jamais eu un problème. Chaque auteur a un respect d'autrui qui est extraordinaire, et c'est vraiment l'essence de ce réseau. C'est vraiment ça qu'il porte et qui fait que c'est une extrême famille. Je veux dire, moi j'ai des conversations avec des gens qui pensent diamétralement ce que je pense dans la sphère privée, mais chez nous c'est comme la laïcité, chacun garde sa religion chez soi. Et le réseau a consacré son nouvel ouvrage collaboratif à cette fameuse Méditerranée. 46 auteurs y ont participé. Ils y racontent leur Méditerranée entre rives et rêves. Pourquoi avoir mis le cap sur la Méditerranée? Alors, ça, c'était très, très personnel. J'essaye de ne pas me mêler de la maison d'édition. On a une directrice éditoriale qui fait un travail extraordinaire. Mais je lui ai dit, j'ai très envie qu'on parle de la Méditerranée, pas celle qui déchire en ce moment, mais celle qui a un parfum, qui a des paysages, qui a des sensations olfactiques et visuelles. Et j'avais envie que chacun raconte sa Méditerranée. Donc, l'appel à texte, c'était vraiment ça. À part 2 auteurs qui m'ont dit ne pas pouvoir raconter la Méditerranée sans y mettre un côté historique ou un côté un peu compliqué, et donc les textes n'ont pas été retenus, chacun a été cherché dans ce qui lui tenait le plus à cœur et qui était au fond des tripes, quoi. Et ce livre est certainement le plus joli de la collection. C'est vrai, et il y a de très belles illustrations aussi des textes qui accompagnent, des récits très différents. Est-ce que malgré tout, vous y trouvez un dénominateur commun? Oui, l'amour de la Méditerranée, parce qu'il y a des auteurs qui ne sont pas méditerranéens et qui se sont penchés dessus parce qu'ils ont eu un coup de foudre avec cette Méditerranée. Donc ils ont été puisés dans des souvenirs d'enfance ou dans une rencontre avec une ville spéciale, avec la mer, avec les palmiers, enfin avec tout ce que peut offrir la Méditerranée. Donc chaque récit est vraiment rempli, je trouve, de sensations. Et je trouve que quand on lit, on sent, on voit et on écoute. La lumière est importante. On retrouve cette fameuse lumière. Sandrine Avec, rencontre des auteurs francophones. Vous souhaitez bâtir des ponts, vous l'avez dit, entre les lecteurs, les auteurs, les territoires et une langue. Des ponts qui peuvent peut-être changer des vies, et c'est notre Zoom de la semaine.
pensez que les livres peuvent modifier le cours des choses ? Vous militez si intensément pour cette idée forte qu'une de vos ambassadrices, je crois, libanaise, exactement. C'est ça, vous a qualifié d'activiste littéraire. Et je l'ai repris, j'adore ça, parce que je trouve que ça me correspond complètement. Que traduit cette expression d'activiste littéraire? En fait, je pense franchement, et je suis assez désolée de voir qu'à chaque fois qu'on coupe les budgets, c'est la culture qu'on coupe en premier. Je pense foncièrement qu'un livre peut changer un destin, que ça soit au fin fond de l'Afrique, où le gosse a un livre qui lit et relit avec les mêmes étoiles dans les yeux, ou dans des cités difficiles, où effectivement l'enfant n'a pas l'environnement intellectuel pour, et pourtant un livre peut changer une vie. Oui, je pense que c'est un ascenseur social primordial. Et je pense qu'un enfant qui, même s'il vient d'un quartier difficile, qui a lu Proust ou Balzac, saura demain parler de ce contenu littéraire dans n'importe quelle assemblée. Et donc, il n'aura pas ni la même perception, il ne sera pas vu de la même façon. Un de nos auteurs, qui est Philippe Villain, raconte dans son dernier livre, Philippe Villain, il était destiné, après son CAP dactylo, à être assistant de direction, quoi. Aujourd'hui, c'est un des écrivains les plus en vue, professeur ès-lettres de l'université de Naples. Voilà, donc oui, un livre peut changer un destin. Et il y en a d'autres. Hein. Camus était fils de concierge et d'une maman illettrée. Hein. Tout à fait. Et si les livres influencent les lecteurs, vous jouez un rôle dans l'accompagnement des auteurs francophones de l'édition à la promotion, en passant par la diffusion de leurs ouvrages, y compris dans des cercles ou des territoires auxquels ils n'auraient pas eu accès normalement, ou en tout cas facilement. Oui, c'est un peu notre mission de mettre plein d'outils comme ça à disposition des auteurs. Alors oui, il y a les outils numériques, les blogs, la librairie en ligne où les livres partent dans le monde entier, mais il y a aussi les événements. Donc on organise nos propres festivals et on participe à des événements. On a la maison d'édition, et la maison d'édition, ce livre-là, c'est clair qu'il circule partout et qu'il est emmené partout et qu'il est diffusé partout. Et notre rôle à nous, c'est de le mettre en bibliothèque de l'UNESCO, qu'il soit dans les mains de l'Organisation de la francophonie, qu'il soit dans les mains d'anciens présidents de la République il n'y a pas longtemps, chez les responsables institutionnels. Et donc ces auteurs qui ont écrit dedans n'auraient jamais eu l'occasion d'être dans ces mains-là, ni sur ces territoires-là. Parce qu'ils ont du mal à sortir de leur territoire, parfois même de leur région. Nous, on les emmène en voyage un peu partout. Alors, ou physiquement avec des festivals à l'étranger, ou par ce biais-là. Vous évoquiez l'édition Rencontre des auteurs francophones. C'est aussi une maison d'édition collaborative basée à New York, mais que vous vivez comme une utopie. Non, je trouve que c'est un rêve. D'abord, elle s'est décidée en une nuit. Hein, ça a été un peu. Et si on faisait, ah oui, c'est une bonne idée. Bon, il se trouve qu'aux États-Unis. Alors d'abord, c'est la seule maison d'édition 100% francophone aux États-Unis. Je suis très fière de notre travail. Et puis aux États-Unis, on monte un projet assez facilement. Donc effectivement, on l'a vraiment monté dans la nuit. Et aujourd'hui, voilà, on sort un livre tous les trimestres. Ce sont des appels à texte de nos membres et toujours thématiques. On a fait la Méditerranée avec Camus, il n'y a pas longtemps. Et on va partir sur des recettes de cuisine la prochaine fois. On va rester dans la Méditerranée. Et voilà. Et oui, c'est un rêve. Et à chaque fois qu'on a le livre entre les mains, on est tellement fiers d'avoir bâti chaque livre avec les auteurs. Parce qu'on n'est pas une maison d'édition classique. On n'est pas là pour découvrir les manuscrits, en tout cas pas aujourd'hui. On est là pour rassembler tous ces auteurs autour d'une thématique commune et puis la faire rayonner de par le monde. Bien sûr. Et vous avez une vision globale de l'industrie du livre. Quelle est aujourd'hui la place de la littérature francophone en Méditerranée ? Elle se bat. Moi, je trouve qu'il y a les décisions parfois unilatérales des gouvernements. On parlait de l'Algérie, par exemple, qui enlève le français partout. Et puis, il y a les gens, il y a les lecteurs, il y a les auteurs. Aujourd'hui, tous les grands auteurs algériens, par exemple, sont des auteurs francophones. Et moi, quand j'organise beaucoup de cafés littéraires en ligne avec des lecteurs du monde entier, quand j'ai des lecteurs algériens qui me disent « mais vous rigolez, on adore le français en Algérie et on lit beaucoup en français ». Donc oui, on va dire que le français est parti des classes. Il a déserté les classes par décision politique, mais il est resté dans le cœur des lecteurs et on continue à lire en français. J'ai bon espoir. On dit que la francophonie recule et pourtant les chiffres sont optimistes. Donc je pense que le français
nous réunit de par le monde. Oui, et puis vous pouvez aussi compter sur les défenseurs de cette langue française particulièrement impliqués, comme Belinda Ibrahim au Liban, Sadia Taviti en Algérie, Yasmina Kadra, évidemment, Fouad Gheri en Tunisie, ou Nadia et Salmi au Maroc. Et voilà, ce sont vos ambassadeurs très impliqués dans le réseau. Tellement impliqués qu'on est en train de travailler sur un festival dans chacun des pays cités. Alors en Algérie, ça va être compliqué, mais sur les autres, on est en train d'avancer. Comment percevez-vous l'évolution de la langue française dans les pays justement du pourtour méditerranéen? Est-ce qu'on oublie parfois que le français a une vie en dehors de l'Hexagone, par snobisme, disons-le, mais il se trouve que cette langue est vivante et s'enrichit et évolue grâce à ses apports étrangers. Je vais même vous dire mieux, Caroline, la langue est bien plus belle en dehors de nos frontières. Je veux dire, les écrivains, que ce soit les écrivains de l'Afrique de l'Ouest ou du pourtour méditerranéen, ils ont une langue bien plus lyrique, bien plus proche de ce qui était celle qu'on lisait il y a 50 ans dans les livres édités en France. Donc oui, moi je milite pour qu'on connaisse tous ces auteurs. Il y en a qui réussissent à franchir les frontières et puis d'autres qu'il va falloir amener avec tout ce travail qu'on fait avec nos ambassadeurs et avec tous ceux qui nous soutiennent, et dont l'Organisation de la francophonie qui soutient chacun de nos projets. Bien sûr. Et puis, alors justement, quelques chiffres sur la francophonie dans le monde sont plus de 320 millions de francophones, 51 millions d'apprenants. Le français est la 5e langue mondiale et la 4e langue sur Internet. Comment on entretient le goût de lire en français, notamment chez les plus jeunes ? Mais d'abord, je pense qu'il faut aller vers eux. Il faut aller. C'est ce qu'on fait, par exemple, à chaque fois que nous on fait une opération, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a une journée complètement dédiée aux scolaires où nos auteurs se déplacent dans les classes et on organise une vingtaine d'ateliers et on voit l'appétence des enfants. Il faut parfois que les enfants. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher parce que s'il n'y a pas dans la famille cette volonté de transmettre le livre, c'est à nous de le faire. Voilà. Vous auriez un livre à nous recommander ? La saison des plages arrivera bientôt, on le souhaite tous. Alors, il y a un livre qui a une histoire incroyable que j'ai suivi. C'est le premier livre d'Éric Chacour, ce que je sais de toi. Éric Chacour est égyptien d'origine. Oui. Il vit entre la France et le Québec. Et il a écrit un livre sur le coin de son lit, comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'il a reçu une quinzaine de prix en 1 an et demi. Il a été déjà traduit dans 6 ou 7 langues. Et ça n'arrête pas, son aventure continue. C'est une belle histoire et c'est un très, très beau livre. C'est un livre qui m'avait été recommandé par Jean-Baptiste Andréa, notre prix Goncourt de l'année dernière. Il m'avait dit, lis ça. Et j'ai été, c'est un livre qui m'a submergée. Et chaque fois que j'ai donné ce livre à lire, chacun a pensé la même chose de ce très beau livre d'Éric. Très bien, on vous fait confiance. Sandrine. S'il vous plaît. Quelques mots sur les prochains rendez-vous du réseau. Il y aura le Festival international des auteurs francophones les 7 et 8 juin prochains à La Ciotat. Au programme livres et cinéma. Livres et cinéma. Et on aura 2 invités d'honneur. On aura Philippe Villain et puis Julien Sandrel, donc nos 2 invités d'honneur avec projection de leurs films plus de livres. On va parler justement de cette passerelle. Il y aura 40 auteurs, dont certains vont venir de loin, du Québec, de New York, de Suisse, de Belgique. Et pas de Corse. Et non, alors je lance un appel. Où est la caméra? Il nous manque des auteurs corses. Les seuls auteurs corses qu'on a sont sur le continent. Alors s'il vous plaît, manifestez-vous. On a envie des voix corses. Et puis, si je peux me permettre, le deuxième gros projet, et puis là, c'est un petit scoop, je vous le dis. On est en train de préparer une énorme route du livre en Afrique qui va être... on va emmener 50 000 livres en tout et pour tout sur 5 pays africains avec à chaque fois 50 auteurs. Et on va aller créer des ponts avec l'Afrique. Le premier, ce sera le Sénégal. On a tout ce qu'il faut, on a la présidence, le Premier ministre, la culture et un parrain extraordinaire qui est Abdou Diouf. Donc tout est là, on est en train de monter le projet et on vous racontera tout ça. Bien sûr, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. D'autres ouvrages collectifs, vous en avez un petit peu parlé, à venir. Donc voilà, ça fourmille encore et le réseau va s'étendre encore et encore. Allez, c'est l'heure de la bande originale.
Et Sandrine, vous avez choisi une icône méditerranéenne, la divine Dalida, avec Salamaya Salama. Quelques mots rapidement sur votre choix. L'Égypte, l'Italie, la Méditerranée française, voilà, c'est le carrefour de nos cultures méditerranéennes. C'est un concentré de Méditerranée. Sandrine Mérez-Cucuruz, merci. Merci à vous, Caroline. De m'avoir accompagnée durant cette émission. Je rappelle l'adresse de votre plateforme www.rencontre au singulier des auteurs francophones. Où vous retrouverez toutes les informations sur les prochains rendez-vous, les auteurs, leur actualité. Et puis il y a bien sûr Méditerranée, entre rives et rêves, disponible sur le site aux côtés d'une très belle sélection d'ouvrages. Voilà, bonne lecture. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse, via ST, là ou en replay sur la plateforme France.tv. Merci, salut.